Mesdames, Messieurs, tous nos excuses pour ces légers redémarrages observés dans le cadre de la relance de votre émission pour cette semaine. Bienvenue à toutes et à tous. C'est le mardi qui nous annonce les couleurs de cette journée alors que nous abordons cette émission assez intéressante au Cameroun. Parlons naturellement des problèmes rencontrés par notre pays. Justement, dans le cadre de cette émission ce soir, nous parlerons des questions relatives au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Naturellement, la question pour tous les Camerounais, c'est de voir comment mettre fin aux tueries dans cette partie lorsqu'on sait encore qu'il y a quelques semaines, 3 chefs traditionnels ont été assassinés lâchement, froidement par des bandes armées devant les populations. Quelques indiscrétions ou alors quelques informations font état de ce qu'ils avaient été assassinés parce qu'ils avaient supporté la mise en route des régions au Cameroun à travers cette élection qui s'est déroulée dans cette partie de notre pays. On en parlera au cours de cette émission, même si d'aucuns prêtent des intentions sécessionnistes à ceux-là même qui ont favorisé la disparition de ces chefs traditionnels qui sont donc des bras armés de fil de Marshall qui sévit dans la région du sud-ouest Cameroun, précisément dans le Lébialem. Un autre sujet de société qui nous intéresse ce soir, ce sont les whisky en sachet qui sont de plus en plus disponibles sous tous les noms, des noms compliqué que vous retrouverez peut-être forcément pour ceux qui s'intéressent. On va voir comment les pouvoirs publics interdisent la vente de ces liqueurs sur le marché. Malheureusement, ils sont encore disponibles et puis les conséquences incalculables dans les zones reculées au Cameroun avec ces jeunes qui s'intéressent à l'alcool et qui ne participent plus aux efforts relatifs aux travaux champêtres et bien d'autres. On essaiera également de voir pourquoi ce commerce persiste alors qu'il y a plusieurs années déjà, la vente de whisky en sachet est interdite dans notre pays, le Cameroun. Madame, bonsoir, merci de rester sur votre chaîne de télévision Cam10 TV. Bienvenue à votre prime du soir, Médiacratie, qui s'ouvre avec nos invités. Nous accueillons Émile Messi, il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mandaté par le comité central de cette formation politique. Bonsoir Émile et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Cam10 TV. Je vous remercie une fois de plus de m'accueillir sur ce beau studio. Merci bien pour cet honneur. En tout cas, sentez-vous chez vous. C'est un débat citoyen que nous allons aborder. En tout cas, nous sommes en train d'aborder en ce moment précis. Et je reviens dans une seconde. Le temps de saluer Sylvestre Lebel Niek. Il est secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun, également ancien maire de la commune de Makak. Bonsoir, monsieur le maire, et bienvenue. Serge, merci pour cette autre invitation. Bonsoir à mon ami Messi qui est avec moi ce soir. Bonsoir. Avec qui je commence à prendre l'habitude de partager les plateaux, même si on n'est pas toujours en phase sur le plan idéologique, même sur le plan de la stratégie. Lui, c'est pour la conservation du pouvoir, moi, c'est pour la prise du pouvoir. Ça peut se comprendre. En tout cas, le mal qu'on vous souhaite, c'est que le Cameroun se porte bien. Et que vous absolument. Vous battez abondamment pour cela. Je suis un républicain, chaque fois que c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est noir, c'est noir. Merci bien. En tout cas, ça prouve votre engagement. À cet échange ce soir, notre invité, Serge Pokam, il est militant du Social Democratic Front, le parti politique de Nidjon Fundi. Bonsoir Serge, bienvenue. Bonsoir Serge Mondier. Bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam10 TV, bonsoir à la communauté camerounaise. Merci bien. Le chairman John Fundi dit qu'il ne se présente plus aux différentes élections au Cameroun, au cas pour la présidentielle. L'actualité, comment est-ce qu'elle a été prise au sein de votre formation politique? Ça a été une décision que nous avons saluée, que nous avons respectée, dans la mesure où nous avons vu un baobab, nous avons vu un grand homme reconnaître sa position, les forces qui pèsent déjà, reconnaître également le poids de l'âge, mais également se projetant dans l'avenir, comprenant également qu'avec tout ce manquement-là, ne peut plus mener cette bataille comme il a fait par le passé et estime-t-il, comme il a fait depuis 2018, qu'il devrait pouvoir laisser le relais à la jeunesse. Et je pense qu'à mon humble avis, depuis 2018, c'est ce que d'ailleurs le chairman essaye de faire. Voilà pourquoi on a vu à la présidentielle 2018, le porte-flambeau du SDF n'était pas Nidjon Fundi. Et c'est d'ailleurs dans cet élan qu'il pense qu'il faille continuer et de ce fait, Est-ce que ce n'est pas un piège pour la jeune génération qui est là, c'est-à-dire Jean-Michel Nietzsche, également Joshua aussi et bien d'autres, Jean Tchomelo, est-ce que ce n'est pas un piège pour le chairman de dire je me retire pour voir les intentions des uns et des autres?
Bon, j'estime pour ma part qu'il n'y a pas de piège là-bas, dans la mesure où c'est pas aujourd'hui. Peut-être il a fait un Mondiovision, peut-être il a annoncé ouvertement, mais au sein du parti, c'est pas aujourd'hui que nous savons que d'un moment à l'autre, le chairman va prendre du recul. À côté de cela, avec tous les coups qu'il a reçus dans le nord et le sud-ouest, cela a un peu joué sur sa santé. Voilà pourquoi on s'est rendu compte qu'il a passé plus d'une année hors du pays et aujourd'hui il revient, il réitère ce qu'il a dit en 2018, les forces qu'il avait avant. Il a encore dit, je suis l'homme politique qui a fait le tour du Cameroun 9 fois. Mais je n'ai plus ces forces-là aujourd'hui. J'estime qu'il faille que la jeunesse prenne le flambeau. Si depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas observé ce que vous dites, je ne pense pas que c'est après l'annonce que nous allons arriver à ce niveau-là. On vous souhaite également beaucoup de succès pour conduire le Cameroun à votre niveau dans des conditions exemplaires parce que le Social Democratic Front, c'est quand même plus de 30 ans de militantisme politique pour vous ou alors pour ce parti politique qui s'est inscrit parmi ceux qui défendent les couleurs du Cameroun au-delà même de nos frontières et qui ont montré une sorte d'exemple en matière d'opposition au Cameroun parce que le chairman n'a jamais appelé à la déstabilisation du Cameroun, sauf si on s'est trompé, mais il est resté dans une logique de conquête du pouvoir. Même s'il y a tous les coups, le RDPC lui a toujours fait ça de manière très dure, mais n'a jamais réussi à prendre les rênes du pouvoir au Cameroun. En tout cas, c'était une entrée. Je reste avec vous sur la question d'actualité. On parle du coronavirus au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, ces derniers temps, indique clairement qu'il faudra revoir de plein fouet les mesures barrières et les imposer aux populations locales parce que le coronavirus, dans sa résurgence, son variant, sa mutation est bel et bien perceptible ces derniers temps au Cameroun. Les chiffres sont très alarmants. On parle d'un taux d'occupation des lits, par exemple, qui avoisine les 6%, 5,5% par là, avec naturellement plus de 500 morts au Cameroun ces derniers temps. Le ministre a encore dit il y a 2 jours, pratiquement 35 à 40 morts par semaine. Quelle réaction ces chiffres, ces données du ministre de la Santé publique vous inspirent? Oui, je pense à mon humble avis, cela démontre à suffisance que les mesures barrières du moins ne sont plus respectées. Et ces chiffres, en fait, doivent pouvoir nous donner, de nous remettre en question, pour voir là où il y a des failles. Et je pense également que ces chiffres doivent également nous donner de mettre, ou alors d'accompagner l'État, parce qu'il faut le dire, lorsque la République est attaquée, la notion de parti politique est mise de côté. On se joint au gouvernement pour pouvoir combattre le fléau qui mine la République. Et pour le cas d'espèce, il s'agit du coronavirus. Ça voudrait dire pour moi, je pense justement qu'il faille remettre en cause ou alors il faille revenir sur les mesures barrières. Il faille insister là-dessus. Et à côté de cela, à côté des mesures barrières, je pense qu'à notre niveau, au niveau du Cameroun, lors du premier passage du corona ou alors la première vague, nous avons eu justement nos chercheurs et autres qui nous ont proposé un ensemble d'éléments, un ensemble de moyens ou alors de médicaments et autres. Je pense que c'est également l'occasion pour nous de nous lancer davantage dans ce côté-là, dans notre pharmacopée et autres. Pour ce qui est des chiffres, au regard de la sortie du ministre de la Santé, je pense qu'il faille véritablement prendre la chose au sérieux. Je pense qu'il faille véritablement se remettre en cause et respecter véritablement les mesures barrières. Mais à côté de cela, se retourner également dans notre pharmacopée. Il faut une prise de conscience générale et que les Camerounais soient conscients de la gravité de la pandémie. Le ministre a été bel et bien clair. Si on reste dans cette logique de ne pas respecter les mesures barrières, de ne pas respecter la distanciation physique, de ne pas respecter le lavage des mains de l'eau coulante et à du savon et surtout de ne pas arborer son masque, on expose les Camerounais à chaque instant de sa vie. Et même si c'est un combat permanent engagé par les pouvoirs publics du Cameroun ces derniers temps, la résurgence de Covid-19 amène à une prise de conscience générale. Le ministre avance des chiffres qui donnent froid au dos, mais tout de même qui permet d'avoir une certaine prise de conscience. Finalement, est-ce qu'on n'a pas peur que ce Covid-19, dans sa nouvelle vague, inquiète davantage les Camerounais et tue autant de personnes? Parce que lorsqu'on regarde les derniers chiffres, il y a quand même de quoi faire très attention. Vous avez parfaitement raison. Au-delà de la prise de conscience par rapport à cette pandémie, il faut également un engagement collectif. C'est-à-dire, comme le représentant du SIV a dit ici, c'est-à-dire observer les mesures barrières qui ont été dictées d'abord
par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement camerounais. Donc il faut revenir à la prise de conscience déjà que la maladie est là, parce que chaque jour autour de nous, il y a des morts, il y a des disparitions, et toute l'actualité que vous nous indiquez là, c'est-à-dire chaque semaine des morts, il y a des cas, et ainsi de suite, mais également l'engagement, c'est-à-dire qu'on s'engage également à sensibiliser les autres dans l'environnement, à observer les mesures barrières. Vous savez, en 2020, quand on a pris un coup très dur avec notamment la fermeture des écoles, du primaire au supérieur, c'est de l'inédit. Est-ce que les Camerounais ont pris la mesure de telles décisions? Les églises ont fermé jusqu'à présent. Nous assistons tout simplement à un recours progressif à la normale. Et en ce même temps, on nous dit que la pandémie revient en force. Et il y a aussi des indicateurs. Vous savez, nous étions en saison sèche. Là, nous allons aborder des saisons de pluie. Il me semble que la propagation est plus élevée en saison de pluie. Donc, plus qu'une prise de conscience, comme je l'ai dit, il faut un engagement de tout pour que nous n'arrivions plus à fermer les écoles, pour que nous n'arrivions plus à rentrer dans un confinement qu'on a échappé. Et vous savez, c'est l'activité au-delà des vies, c'est l'activité économique qui prend un coup. Donc, si nous observons ces mesures-là, si nous disons non à cette pandémie, c'est vrai, nous avons notre pharmacopée qui a fait ses preuves, mais nous disons d'abord que cette maladie qui existe, qui est mondiale, ne doit pas passer par le Cameroun. Et à cela, nous nous engageons à faire tout ce qu'il faut pour que cette maladie ne décime pas les populations. Et on rappelle également que c'est une question de prise de conscience. Lorsque vous regardez dans les rues de Yaoundé, par exemple, vous avez les forces de l'ordre qui ne mettent pas le masque. Vous avez dans les administrations publiques, il n'y a plus ces bonbons d'eau qu'on retrouve avec du savon, entre autres. Est-ce que le message du ministre, finalement, va être comme un coup d'épée dans l'eau et qu'on aura comme l'impression que la vie continue chaque jour? Ceux qui vont tomber, ceux qui vont être sauvés, finalement, ça devient et qu'il faut s'en remettre à Dieu pour les Camerounais. On ne peut plus avoir ce discours-là que ceux qui vont tomber, parce qu'en le disant, ça peut être vous-même qui tombez dès le premier coup. C'est un discours irresponsable, en pensant que ça regarde les autres. Vous-même, vous pouvez être la première victime. Donc, pour dire que, au-delà de la prise de conscience, c'est ça qui dit que chacun doit s'engager pour dire que cette affaire, ça ne doit pas passer par moi. Et si ça ne passe pas par moi, il ne faudrait pas que ça passe par l'autre. Donc, on doit faire une sensibilisation de proximité et un engagement de proximité également. C'est-à-dire, si les gens pensent que, parce que justement le Cameroun a été même félicité par rapport aux mesures et tout, mais je dis non, l'ennemi est là, la maladie est là, la pandémie rôde, le virus est toujours là, et chaque mort était mort qu'on doit pleurer, était mort de trop. Donc, si nous pensons que c'est une affaire des autres, ce n'est pas une bonne façon, ce n'est pas une façon responsable de vouloir mettre une barrière à cette pandémie. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une prise de conscience collective, mais également un engagement. C'est-à-dire, si le policier qui est dehors ne fait pas son travail, nous avons également le devoir en tant que père éducateur de dire à ce policier que votre devoir également, c'est de s'assurer que les choses vont normalement. Comme je vous ai dit, c'est même une question de survie d'une nation. Tout à fait. Parce que si le taux de contamination ou de mortalité à un certain niveau-là, on va arrêter tout. Même les débats dans des chaînes de télévision comme ça, on va arrêter. Chacun va d'abord rester chez lui. Et c'est ce que nous c'est qui sera bien difficile parce qu'on a vu comment le confinement dans sa première phase au mois de mars dernier, les Camerounais n'en pouvaient plus. Ça n'en pouvait plus. Et les pouvoirs publics, l'une des premières mesures, c'est d'ouvrir les bars. C'est parmi les 19 édictés, c'était d'ouvrir les gares. Je vous ai même parlé des écoles. On est allé jusqu'à fermer des écoles. Vous savez, l'année scolaire 2019-2020, ça n'a pas été une année facile. Tout le monde le déplore. Et vous voyez quelque chose en ce moment. Moi, j'ai des enfants qui sont dans les collèges. Mais ces promoteurs-là, ces établissements-là, sont en train de vouloir d'abord récupérer tout leur argent, comme si on leur a dit que vraiment on n'est pas sûr que cette année va finir. Donc, je dis, allons vers des comportements responsables et faisons tout pour que nous achevons notre année scolaire et académique dans de bonnes conditions. Or, si le taux ne fait que croissant, il n'est pas exclu que le gouvernement également revienne à la situation hantée. Merci bien, monsieur le maire. Sur la question relative au Covid-19, on sait qu'il y a de très gros enjeux derrière la mise à disposition du vaccin avec toutes ces firmes pharmaceutiques mondiales qui voudraient également trouver un marché, entre guillemets, sur l'Afrique. Est-ce que finalement,
on aura un regain d'espoir qu'avec l'arrivée de ce vaccin. Est-ce qu'il y aura de la valeur ajoutée? Est-ce qu'il y aura une prise de conscience? Est-ce que ça va davantage endetter les États africains face à cette pandémie qui a d'office décimé pratiquement toutes les économies, y compris celle du Cameroun? Et on parle de résilience, mais il y a des conséquences liées au Covid-19. Ça, je veux dire, ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que la situation est plus préoccupante que le ministre le dit. Je me suis amusé ce matin, d'abord depuis hier, à faire le tour des marchés, aller dans les ministères, prendre les ascenseurs. Ce matin, dans un ministère dont je ne donnais pas le nom ici, j'ai été interpellé par un policier parce que j'ai caché mon masque. Il me l'a rappelé, je lui ai dit non, je vais seulement au 17e, ça ne va pas durer. On a causé quelque chose, il m'a dit mon monsieur, allez-y. Voilà à peu près. Donc, le ministre parle des statistiques hospitalières, c'est-à-dire en réalité, nous n'avons pas la capacité de nous tester. Lorsque vous regardez ce qui se passe sur le terrain, ça veut dire que c'est plus grave que ça. Mais nous avons une capacité, je peux dire, naturelle à résister à ce virus, à cette grippe, il faut le dire ainsi. Mais également, ce qui est dangereux, c'est que lorsque le ministre communiquait chaque jour sur le nombre de morts, on a trouvé que c'est une communication de peur. On l'a arrêté. Je ne sais pas si le ministre revient sur la communication en donnant toute l'étalité au jour le jour, tout le nombre de morts et autres, ça veut dire que ça soit plus grave. Ça veut dire qu'il y a des rapprochements qu'on peut faire entre les statistiques hospitalières et les réels. Moi, ce que je peux dire, c'est que par rapport au vaccin, il ne faut pas qu'on se trompe. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'Occident, il faut l'appeler ainsi, même si elle est citoyen impérialiste, ait un intérêt particulier à nous imposer le vaccin. Parce que d'abord, le vaccin va être un don. Le G7 vient de finir à décider de contribuer pour presque 3% pour que les vaccins arrivent également en Afrique. Le point pour nous sera, il y a tellement de vaccins, ce sera le bon. Parce que j'ai suivi le repas ce matin, on disait qu'il y avait un vaccin qui allait dans les territoires occupés en Palestine. Et ça va être des vaccins spécifiques à l'Afrique, ça va être les mêmes vaccins. Il faut bien voir, mais dans tous les cas, je pense que les vaccins ont été subventionnés par les États européens et américains, il faut le dire. Parce que c'est bien les États qui ont donné l'argent aux grandes firmes pharmaceutiques pour la première fois. Maintenant, les vaccins ne sont pas encore vendus parce qu'en fait, les États ont financé pour qu'ils aient les vaccins en priorité. Maintenant, ils se rendent compte que le monde étant globalisé, si on se vaccine en Europe, aux États-Unis, partout, et qu'on ne se vaccine pas en Afrique, ça ne va rien changer. Parce que dans tous les cas, les gens vont voyager et transporter le vaccin. Et comme on le dit si bien, le virus en lui-même ne se balade pas. Mais ce sont les hommes qui se déplacent avec donc, tant que les hommes vont se balader, donc il vaut mieux que le monde se vaccine. Moi, j'ai dit, une pandémie se gère de 3 façons. D'abord de 2. Soit on a trouvé le remède, soit on se vaccine. Ou les deux même à la fois. Parce qu'on trouve le remède est curatif. Le vaccin est préventif. Maintenant, la dangerosité, c'est qu'aucun vaccin n'a encore donné les preuves de la durabilité. Le vaccin peut durer 6 mois. D'autant plus que le vaccin actuellement en expérimentation, on sait, habituellement, pour qu'un vaccin soit véritablement efficace, c'est parfois 10 années d'expérimentation. On voit sur le terrain comment il peut être autant assez influent, mais celui-ci, en 2 mois, 3 mois, 6 mois, on l'a expérimenté. On dit qu'il est efficace à 95% pour la plupart d'entre eux. Nous gérons les urgences. Quand on gère les urgences, même les protocoles sont faits au minimum. Il faut le comprendre. Ça veut dire que le problème est sérieux. Maintenant, il ne faut pas se targuer de résister pratiquement à ce virus ou que ce soit un coup monté. J'ai dit, lorsque la pandémie est là, elle est là. Nous avons vu, à un moment donné, imaginez-vous, je n'ai pas donné les noms, mais ce qui a choqué au Cameroun surtout, c'était le genre d'enterrement auquel nos frères avaient droit. Quelqu'un mourait à 11h, on devait l'enterrer à 12h, là où il est mort, c'est très compliqué. Donc, surtout qu'on avait même pas et ça, c'est ce qui était visible, sans oublier le trafic d'organes humains, entre guillemets, qu'il y a eu derrière cette opération. Donc moi, ce que j'ai dit, il faut que les Camerounais reviennent à la norme. Ça veut dire que lorsqu'on nous dit de laver les mains, ça ne coûte pas grand-chose. C'est vrai qu'on peut se plaindre qu'il n'y ait pas l'eau partout de temps en temps, mais on peut laver les mains. On peut se protéger et il vaut mieux le faire. C'est comme les affaires de Dieu. Il vaut mieux y croire. Si un jour Dieu n'existe pas, vous n'aurez rien perdu. Mais s'il existe et que vous n'avez pas cru, vous aurez tout perdu. Donc moi j'ai dit, la Covid-19, comme vous aimez bien à l'appeler, existe bel et bien. Il vaut mieux se soumettre aux mesures barrières. Et plus tard, s'il faut se vacciner, et se vacciner. Et voilà qui est clair. En tout cas, je reste avec vous et je vous remets la parole sur la première thématique de ce soir. On parle naturellement d'un retour dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La barbarie n'en finit forcément pas, malgré
malgré la volonté des uns et des autres à pouvoir retrouver la paix et la stabilité dans ces régions du Cameroun. D'ailleurs, le gouvernement de la République, à travers un plan de relance, a mis sur pied un peu plus de 90 milliards de francs CFA, un plan conduit par Paul Tasson, le ministre, pour reconstruire ces régions du Cameroun, avec naturellement les appuis d'autres pays amis, 1,5 milliard du Japon tout récemment, pour accompagner la construction des infrastructures scolaires dans cette partie du Cameroun. Monsieur le maire, je vous remets la parole. Les tueries, finalement, on a comme l'impression qu'on fait 10 pas en arrière, on en fait pratiquement les mêmes en avant, on essaie d'avancer à reculons, mais sauf que la question sécuritaire reste centrale pour l'avancement vers des questions de paix dans ces parties du pays. Comment faire pour réduire les tueries, rassurer les populations locales et promouvoir, pourquoi pas, les investissements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Vous faites bien de dire comment faire pour réduire. Parce que rassurez-vous que lorsqu'on entre dans ce cycle-là, on en sort presque. La Casamance, c'est pas fini. Donc on ne va presque jamais en sortir. Mais il faut réduire ça à la plus stricte, au plus strict minimum. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons tardé à faire la typologie des acteurs dans ces deux régions. J'écoutais le président Macron le jour qui disait, concernant le Mali, qu'il n'est pas question de négocier avec les terroristes. C'est pour ça. Non, c'est vrai, il n'en est pas question. Donc je dis, il faut que la typologie soit claire aujourd'hui. Ceux qui ont des problèmes politiques, comme les SDF qui posent des problèmes de fédéralisme, il faut en parler. Ceux qui posent des problèmes politiques de sécession, on peut en parler, sans être d'accord. Mais ceux qui tuent, ne tuent ni au nom de la sécession, ni au nom du fédéralisme. Ils tuent parce qu'ils sont devenus des terroristes. Ils veulent installer un climat de peur. Et lorsqu'on tue les chefs, on s'attaque à l'autorité terrestre. Comment pouvez-vous développer un pays contre un clan contre lui-même? Vous ne pouvez pas dire que vous voulez, quand vous êtes une partie pour gérer et tuer les tenants du pouvoir traditionnel. Je dis, il y a un problème. Et puis l'une des raisons avancées, c'est qu'on dit que ces chefs traditionnels ont non seulement supporté le pouvoir central de Yaoundé et ont véritablement participé aux conseils régionaux. Ils ont même participé au vote, ils ont fait la campagne entre autres. Mais ce qui a été mal pris par l'un des rebelles connus dans cette partie du Cameroun, qui est Field Marshall, qui a envoyé ses mercenaires tuer ces chefs traditionnels devant les populations locales. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut penser effectivement qu'il peut avoir un regain d'espoir de la part des pouvoirs publics en vue de sécuriser la zone? Est-ce que ce n'est pas la panique davantage qu'on veut créer au niveau de la chefferie traditionnelle afin qu'elle ne puisse plus se plier en quatre pour des questions de paix? C'est ce que je veux dire, en matière de guerre, lorsqu'on commence à perdre une guerre, on agit par à-coup. On pose action spectaculaire. C'est-à-dire, il n'y a pas une armée qui est en face de vous. Les gens créent un climat de paix. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, je peux parler au peuple en leur disant, il faut que ce peuple ne soit plus solidaire de ce qui se passe. La solidarité peut être passive. Ça veut dire qu'il faut qu'on permette aux anglophones, il faut le dire ainsi, de se parler, afin d'isoler ceux qui ne participent pas à la révolution. Parce qu'il faut les isoler. Je suis certain que 95% au moins des anglophones ne pensent pas qu'il faille aller à la sécession. Ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance publique, on peut comprendre, on peut en parler. Mais il faut aujourd'hui que le peuple soit rassuré, de manière que lorsqu'ils auront parlé entre eux, ils auront fait la typologie de leurs problèmes, la typologie des acteurs également, et ils vont isoler ceux qui n'appartiennent pas à leur courant de pensée. Et du coup, il faudra faire la guerre à ces gens qui pour moi ne sont que des terroristes. Mais sauf que ça met long, non, et puis ça va mettre long. De personnes qui meurent. Ça fait 60 ans au Nigeria, ça fait 80 ans en Casamance, ça fait en Espagne. Corse, par exemple. En Corse, c'est la même chose. Donc, il faut en Catalogne aussi, en Espagne. Il faut commencer à se dire qu'il faut ramener le problème politique sur la table. Il ne faut pas qu'on parle des problèmes politiques. Lorsque les politiques vont parler, les politiques vont isoler les terroristes, ils vont les combattre ensemble. Mais pour le moment, on a l'impression que les anglophones, pour certains, peut-être par peur, ne dénoncent pas. Mais j'ai dit, l'État n'aura jamais les moyens de mettre un militaire derrière chaque Camerounais. Il faudra que nous-mêmes, qu'on sache qu'il s'agit d'un problème de responsabilité d'abord personnel, mais collectif après. Parce que sinon, lorsqu'on tue, et on a tué plus d'anglophones que des agents publics. Et maintenant, vous faites bien dans vos chaînes de mettre les articles. Parce qu'il y a des télévisions, des médias où on parle d'un langage un peu ambigu. Lorsqu'on tue, lorsqu'on sait qui a tué, on dit c'est parce qu'on n'a pas fait. Non. On ne peut pas justifier le terrorisme pour quelque raison que ce soit.
Merci. Serge Pokam, sur la question relative aux batailles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. C'est d'ailleurs l'un des... c'est le fief politique du Social Démocratic Front qu'on va dans le nord-ouest à Bamenda. Mais sauf que en faire un îlot de paix depuis pratiquement 4 ans, ça devient très difficile. Est-ce que le Tiemane John Fundi et votre formation politique ces derniers temps avaient engagé des actions assez positives pour rassurer les populations locales et partant peut-être interpeller les pouvoirs publics dans le cadre des questions sécuritaires, c'est-à-dire sécuriser les chefferies traditionnelles, sécuriser les autorités administratives locales et surtout les espaces marchands qui sont à la merci de ces bandes armées-là. Si on fait un crochet dans la région du nord-ouest, du sud-ouest Cameroun avec les ghost towns, ça devient difficile à gérer. Et à la remorque de tout ceci, lorsqu'on a des morts d'hommes, ça devient difficile à encadrer. Oui, Serge Bondier, disons qu'une perte en vie humaine, vraiment dans le nord et le sud-ouest, est inacceptable. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous en avons déjà trop perdu. Nous sommes à plus de 3000 morts bilan à mi-parcours. Vous faites bien de parler du SDF, ou alors du NOSO comme étant fief du SDF. Il faut dire, nous sommes le parti politique qui paye un lot tribut de ce qui se passe aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et d'ailleurs, depuis les élections présidentielles de 2018, nous avons vu non seulement nos résultats, mais également ce qui s'est passé sur le terrain. Parlant du SDF, des actions menées sur le terrain, il faut dire 2016, quand la crise prend de l'ampleur, 2017, on a enregistré, comment dire, le fait que les populations fuyaient, du moins les déplacés. Et parmi ces déplacés, tant en externe qu'en externe, il y avait également les élus locaux. Il faut dire, presque, du moins chacun avait peur à sa vie, parmi lesquels même les chefs traditionnels. Et le SDF a plusieurs fois poser ou alors interpeller le gouvernement en faisant des propositions qui certainement nous espérons devraient nous permettre de trouver des résolutions à la crise. Et le Tiemane avait dit, lorsque les uns les autres, du moins les élus locaux, les leaders de partis politiques quittaient la zone, avaient dit je reste parce que ma place est ici. Cette crise, mon apport pour la crise, pour cette crise anglophone ma place se trouve du moins dans le nord-est et le sud-ouest. Jusqu'à ce qu'il subisse justement les coups qu'il a subis qui ont porté un coup à sa santé. Il était malheureusement obligé de quitter cette localité. Et jusqu'aujourd'hui, après plus d'une année passée hors du pays, il est au Cameroun et il souhaite rentrer. Mais justement, il y a ce problème d'insécurité parce que tout cela que ceux qui ont porté les armes insurrectionnistes pensent que peut-être vous avez pactisé avec le système en place ou alors vous causez ensemble, vous devenez une cible pour eux. Ça fait que directement, il ne peut rentrer. Mais jusqu'aujourd'hui, il insiste. Voilà pourquoi, à l'entrée de l'émission, vous avez parlé du Tiemane qui se retirait, qui a dit ne plus participer aux élections présidentielles et même briguer mandat au sein du parti. Mais vous avez oublié de dire qu'il reste ouvert à toute action, toute médiation et autres qui, dans la crise anglophone, pour trouver des solutions pour une sortie de crise. C'est vrai que comme M. le maire l'a rappelé tout à l'heure, c'est des crises parfois qui mettent assez de temps, mais nous voulons rester dans l'immédiateté, dans la mise en œuvre des solutions pratiques. Est-ce que le SDF peut naturellement compter sur les populations camerounaises? Parlons d'abord du renseignement, c'est-à-dire la mise à disposition des informations, parce que ceux qui tuent parfois sont dans la population, et également que le diptyque, comme l'a indiqué le chef de l'État, armée-nation, se mette véritablement en branle. Est-ce qu'il y a des actions de proximité qui sont menées? Parce que forcément, vous avez une main courante dans ces localités où c'est un peu compliqué, même politiquement, ça peut aider à pouvoir donner le renseignement et à rassurer les populations locales. Est-ce que dans ce sens, le SDF s'est déjà déployé? Disons que depuis le début de la crise jusqu'à ce jour, le SDF, avec les éléments ou alors les informations qu'elle a, elle ne manque de les porter à la connaissance du gouvernement. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a, par exemple, une barbarie
chaque fois qu'une barbarie est enregistrée de ce côté, les autorités locales, le chairman ordonne ou alors instruit aux autorités locales, ceux issus du SDF, de pouvoir descendre sur les lieux et s'acquérir prendre en main les informations pour pouvoir les relayer au sein du parti. Et chaque fois qu'une information est montée, un NEC s'est tenu, et à l'issue de NEC, les résolutions prises ont toujours été envoyées au plus loin à la présidence de la République. Ça veut dire chaque fois que nous avons des informations, d'ailleurs les autorités, les élus locaux issus du SDF, chaque fois qu'il y a une information, cela remonte. Et chaque fois qu'une information est montée, elle est envoyée au niveau du gouvernement. Bon, disons également, il se trouve que les populations également, le copaniste de l'UPC disait, sont un peu comme entre le marteau et l'enclos. Ça veut dire, par moment, ils veulent dénoncer, mais il y a aussi cette peur, parce que devant être la cible des sionistes après. Donc, par moment, ils ont des informations, mais ne peuvent pas relayer. Voilà pourquoi on avait souvent demandé, alors dans certaines de nos propositions, on avait demandé à ce que, qu'il y ait des, un cadre qui permet aux uns et aux autres, même de manière anonyme, de pouvoir saisir ou alors de pouvoir donner des informations au niveau des autorités sécuritaires de la localité. Donc, pour me résumer à votre question, je dirais, depuis le début de cette crise, chaque fois que nous avons eu des informations, soit il y a un point de presse donné par le chairman, soit il y en a donné par le vice-chairman, soit ou alors ce qui a toujours été, c'est les résolutions, des propositions envoyées au niveau du gouvernement. Merci. Et bien ici, la question centrale, c'est le retour à la paix. Comment œuvrer pour qu'il y ait cette stabilité dans ces régions du Cameroun? On sait bel et bien que les pouvoirs publics s'emploient au quotidien, les forces de défense et de sécurité sont sur place. Mais est-ce que vous pensez que les leaders des formations politiques de l'opposition vous accompagnent véritablement dans ce combat? Est-ce qu'ils ne sont pas véritablement peut-être la paume de discorde, parce qu'en interne, il peut y avoir des discours qui soient différents, parce qu'on n'a jamais vu le cas du social-démocratique Fontaine aller vers le gouvernement de la République de manière ouverte, en disant voilà ce qui se passe, même si à une époque, il avait indiqué qu'il pouvait bel et bien faire la transition entre les sécessionnistes, les séparatistes et le gouvernement du Cameroun, trouver des solutions. Est-ce que ce n'est pas aussi par là que la résolution, alors les solutions pacifiques à cette crise ont du mal à être trouvées? Parce qu'il n'y a pas cette coordination, cette synergie d'action. Parce que ceux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun qui décèdent, ce sont les Camerounais, ce sont les militants de vos différentes formations politiques. Disons, Serge Bondje, faisons d'abord l'état des lieux de la situation. Je ne partage pas entièrement. Certes, il y a les partis politiques de l'opposition qui jouent un rôle trouble, mais pour autant, la situation n'est pas aussi catastrophique. Comme vous semblez l'indiquer, il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses que le gouvernement a eu à faire, il y a des choses qui se font chaque jour, pour indiquer que, au départ, les revendications qui étaient considérées comme corporatistes, qui sont transformées en revendications sécessionnistes, séparatistes, se retrouvent en réalité être aujourd'hui, comme M. le maire l'a indiqué, une autre forme de montée de la rébellion, du terrorisme. Nous assistons là à quelque chose de nouveau qui au départ n'était même pas à l'ordre du jour. Pour dire que ceux qui étaient pro-séparatistes, c'est-à-dire les sécessionnistes qui déclamaient l'indépendance, avec la décentralisation, ont changé d'avis. Maintenant, les bandits, les criminels, les pilleurs, tout ce que vous savez là, qui sont tapis dans des brousses et qui sèment dans la panique généralisée que nous observons aujourd'hui, il faut dire que beaucoup d'avancées sont faites. Si nous prenons simplement le cadre du grand dialogue national qui a abouti à pas mal de résolutions qui ont connu notamment la mise en place des régions, des régimes spéciaux du nord-ouest et du sud-ouest, dont la mise en place des régions a un aboutissement de ce que la plupart des populations du nord-ouest et du sud-ouest espéraient. C'est pour ça que j'ai indiqué que la décentralisation qui a été servie de ce côté-là était déjà une très bonne solution et les pouvoirs publics continuent dans ce sens-là. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a eu la commission de désarmement, de mobilisation et de réintégration
qui fait des chemins, qui fait son chemin, où chaque jour les sécessionnistes viennent se rendre et puis ils sont pris en charge, ils sont rééduqués et puis ils sont dans le placement. Vous n'oubliez pas, vous avez d'ailleurs évoqué ça, le plan présidentiel de reconstruction et du développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui, avec la mobilisation, je crois, à terme de 150 milliards, permettra à ce qu'on reconstruise les écoles, les hôpitaux et toutes ces infrastructures qui ont été habitées dans cette crise-là. Tout cela accompagne le retour à la paix. Bon, maintenant, aujourd'hui même encore, moi je suivais des informations, le ministre de l'administration territoriale est de ce côté-là. Il indiquait encore que les séparatistes, tout au moins les terroristes, ces bandits-là qui sont encore en brousse, qui viendront d'eux-mêmes avec les mains en l'air, brandissant une étoffe blanche et une arme regardant au sol, reviendront se rendre et les gendarmes qui sont là et les militaires qui sont là vont les accueillir sans problème. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont faites. Mais ceux qui vont s'obstiner à rester dans leur logique, et comme voilà, défier l'État. Défier l'État, et comme le maire a dit, c'est un enjeu majeur. Il y a des tensions d'insécurité parce qu'il n'y a pas que le Cameroun. Il y a peut-être des acteurs qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent des ficelles, qui financent, qui font ceci, cela. Donc on pense donc que la majorité des populations de ces régions-là ont déjà soif de la paix. Vous voyez, même le SDF, j'y reviendrai là tout à l'heure sur le rôle des partis politiques. Quand vous suivez le représentant du SDF ici, le discours a suffisamment évolué. Rappelez-vous encore lorsque le leader John Frundi séjournait avec ces gens-là, il regrettait que s'il avait encore ses 15 ans, 16 ans, il serait avec ces gens-là en brousse. Mais aujourd'hui, il comprend la nécessité de rentrer à la paix, avec notamment les mauvais résultats issus des élections et tout. Donc pour dire que cette insécurité ne profite à personne. Pour revenir sur le rôle joué par les partis politiques, effectivement, les partis politiques n'ont pas beaucoup œuvré pour l'amélioration de la situation de ce côté-là. Lorsqu'un parti politique décide de ne pas aller à une élection, alors qu'hier, il était à cette élection-là, il y a un problème en évoquant que, parce qu'il y a l'insécurité au nord-ouest et au sud-ouest, il y a cette volonté manifeste d'instrumentaliser ce qui se passe de ce côté-là à des fins purement politiciennes. Ça, nous le regrettons. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que la communauté tout entière se mobilise et œuvre effectivement pour la paix, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, que ce soit davantage même l'élite et les populations de ces régions concernées, que tout le monde s'engage et se mette derrière les pouvoirs publics, derrière l'État, derrière le gouvernement, pour que ceux qui s'obstinent à faire des foyers d'insécurité soient réduits à la plus simple expression. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, que ceux-là même comprennent que dans ces conditions-là, ils n'ont plus droit de citer dans notre pays. Et ça serait difficile, on ne va pas décréter que c'est fini, mais que le Cameroun continue à avancer, que l'État du Cameroun continue à avancer sur le bon chemin, par la reconstruction, par le dialogue qui est tendu, pour que ceux qui veulent bien sortir de là, qu'ils soient accueillis, comme c'est le cas en ce moment, et pour que, à la fin, que cela soit vraiment considéré comme des marginaux. Merci Émile Messi. On va sortir de cette thématique assez intéressante sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Je repense par vous, monsieur le maire, pour des solutions pratiques. Comment en sortir, que retenir de cet échange autour de la réduction de manière substantielle, pourquoi pas peut-être totale, qu'il y ait plus de morts, mais qu'on ouvre les voies au dialogue franc, sérieux, sincère entre les pouvoirs publics et ceux qui revendiquent des choses. La première chose à faire, je vous ai dit qu'il faut que les anglophones se parlent. Je suis certain que tous ne sont pas d'accord. Il faut qu'ils se parlent et qu'ils posent sur la table leurs véritables revendications. La deuxième chose, c'est que sur le plan symbolique, lorsqu'un problème est déclaré urgence nationale, le président peut prendre de convoquer au palais d'unité les leaders politiques de ce pays. Parce qu'au-delà du dialogue national qui regroupe tout le monde, il y a quand même un problème politique qui est posé. Je pense que le président, il est temps qu'il convoque, malgré la pandémie, parce que le président reçoit comme les ambassadeurs. Je ne dis pas qu'il fasse un meeting de 80 personnes, mais peut recevoir chaque leader politique à un moment donné, de manière que chacun lui apporte quelque chose. Ce sera, je peux dire, ce sera l'appel du peuple. Ce sera le regroupement au chef de l'État pour régler un problème d'urgence nationale. Donc deux choses, que les anglophones se parlent. L'objectif de se parler, c'est qu'ils vont poser leurs véritables préoccupations politiques, économiques et sociales, mais ils vont également définir eux-mêmes la typologie des acteurs et isoler les mauvais acteurs.
Et c'est clair. Lorsqu'on va isoler les mauvais acteurs, on va les combattre tous. Ce ne sera pas seulement le gouvernement contre les mauvais acteurs, mais ce sera tout le peuple camerounais contre les mauvais acteurs. Et puis ça sera une sorte de bataille en tenaille. Absolument. La deuxième chose, c'est que le président doit prendre de convoquer les leaders pour tout ce pays afin qu'ils en parlent. Merci, c'est clair. Serge Pokam, pour sortir en quelques secondes, que préconisez-vous? Quelles sont les solutions pratiques à mettre sur pied pour que finalement Parce que je finis par là, si vous permettez. Le dialogue doit être permanent. C'est pas un dialogue spectacle. Il faut qu'il soit ouvert et que le grand dialogue national ne reste pas toute une référence pour tout. Non, tout à fait. Ça s'est passé. Maintenant, il faut continuer à dialoguer chaque jour sur tous les problèmes de la vie. Merci, Serge Pokam. Oui, je rejoins les propos du secrétaire adjoint de l'UPC, parlant justement de l'action que le chef de l'État peut mener en situation de crise comme celle que nous rencontrons, c'est-à-dire convoquer ou alors inviter les leaders de partis politiques, surtout de cette zone autour d'une table. Non, laissez-le surtout, il faut inviter tout le monde. Parce que si on dit surtout... Que tout le monde prenne part à la table des échanges. Mais il dit chacun, c'est parce que le Covid nous empêche de nous réunir tous. Que chacun vienne. Un mot de visioconférence, ça peut aller. Je peux encore insister sur le surtout dans la mesure où, avec la crise anglophone, il y a beaucoup de ces leaders de partis politiques qui se trouvent en Koningui aujourd'hui. Voilà pourquoi j'insiste sur le surtout. Il n'y a aucun leader de parti politique à Koningui. Désolé, si je vous demande qu'on fait élection présidentielle 2018. Nous avons vu devant la Cour constitutionnelle un leader anglophone qui est venu débattre pour ce que sa candidature ait été rejetée sortant de Koningui. Nous avons vu cela à Mondio Vision devant la Cour constitutionnelle. Bien sûr, il a dit, il est en Koningui, mais il a dit devant ces juridictions. Vous n'avez pas amené de... Merci. À côté de cela, nous parlons de dialogue. Un dialogue a été organisé en 2019. Nous pensons qu'il faille multiplier justement ces actions. Il faille multiplier les pourparlers. Il y a d'un côté les sionistes, il y a d'un côté les anglophones. Je pense qu'il faille véritablement qu'on puisse, les sionistes aujourd'hui sont en brousse et continuent de mener des attaques. J'ai parlé des sionistes, mais à côté des sionistes, il y a également des bandes armées. Je pense pour ma part, le SDF a toujours dit il faille que les sionistes déposent les armes. Il faille justement que le gouvernement prenne des mesures, des dispositions pour que, déposant les armes, avec la commission d'ailleurs qui a été mise sur pied, qu'on puisse véritablement aller à un dialogue, à des pourparlers autres pour une sortie de crise. Une sortie définitive de crise. Merci. Mais à côté de cela, je voudrais insister, il faille également un retour à la constitution de 72. Car nous estimons aujourd'hui que ce qui s'est passé au Nord-Ouest émane justement de l'absence de la constitution de 72. C'est-à-dire, il faut que le Cameroun retourne véritablement au fédéralisme. Merci, c'est vos suggestions également qui peuvent intéresser. L'objectif également, c'est d'ouvrir sur des questions de paix au Cameroun et rester dans une logique participative, permettant également au Cameroun de s'exprimer sur les questions primordiales qui engagent la vie de la nation. La question du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun dans ce relent de paix intéresse les Camerounais. Le chef de l'État, des mesures urgentes ont été prises d'ailleurs à travers le grand dialogue national, une participation ouverte de tous et de chacun pour trouver des solutions pacifiques. On reste sur Cam10 TV, on aborde la dernière thématique de cette tranche d'antenne ce soir, le Prime. On va parler de ce phénomène dangereux pour certains, peut-être qui permet d'assoupir certains désirs pour les autres. La consommation du whisky frelaté au Cameroun bat son plein, ça il faut le préciser, et dans quelques localités retirées, même dans le centre-ville. C'est sous plusieurs conditionnements que l'on retrouve le whisky en sachet au Cameroun. Également, whisky qui parfois cause des dommages assez compliqués, des dommages corporels sur des individus, mais n'allez pas mener une certaine opération marketing relative au nom que portent ces objets de consommation autant dangereux. On ne peut pas, c'est ça le comprendre. Mais si le whisky en sachet, quelle observation faites-vous en ce moment au Cameroun et pourquoi les pouvoirs publics tardent à éradiquer cet élément dangereux, pourtant interdit de commercialisation depuis plus de 5 ans au Cameroun? C'est encore disponible sur le marché. C'est ce qui est justement regrettable, Serge. C'est-à-dire quelque chose qui a été interdit par les pouvoirs publics, comme vous le soulignez, mais qui continue à faire son bonhomme de chemin. Les whisky en sachet, c'est quoi? C'est un fléau, c'est un véritable problème de santé publique au Cameroun. Donc, on
peut se poser des questions. Pourquoi le ministre du Commerce, je ne sais pas trop, le ministre de vous pensez qu'il y a complicité derrière? Et tout. Puisque cela avait été annoncé en grande pompe, que les whisky en sachet, jusqu'à une certaine échéance, seront retirés du marché public. Et par conséquent, interdits à la consommation. La question aujourd'hui, qui fabrique ce whisky qui est toujours disponible au marché? Et pourquoi, malgré l'interdiction, ce whisky continue à prospérer? Puisque nous parlons des problèmes de santé, la santé est publique, la santé ne regarde pas des partis politiques, tout le monde est exposé. Et dans notre environnement, nous avons des cas. Lorsqu'on commence à consommer cette boisson en sachet, il est difficile qu'on s'arrête, qu'on se départe de ce whisky. Ça devient un véritable problème. C'est pratiquement une obsession pour ceux qui en consomment. Et vous verrez que la plupart de ces gens-là, c'est des malades. C'est des cirrhoses de foie qui s'installent et puis c'est la mort qui s'ensuit. Pourquoi ces whisky? Je ne reviendrai pas sur des whisky frelatés, puisque ça en fait aussi des bases. Ces grandes usines de consommation qui fabriquent ces choses-là, puisque c'est aussi dans l'actualité, avec toute cette actualité qui tourne autour de ces whisky frelatés-là. Mais pour l'occasion est peut-être venue plus que jamais pour interpeller les acteurs qui sont en charge de ces secteurs-là. Et également même l'agence de régulation des normes. Qu'est-ce que cette agence fait? Ces produits-là, est-ce qu'ils sont normés? Est-ce qu'ils doivent être consommés? Peut-être que vous avez peur d'appuyer là où ça fait mal. Et surtout, il faut comprendre que la campagne de sensibilisation a été menée. C'est vrai que vous êtes interrogé sur les pouvoirs publics, véritablement, qui n'accentuent pas la lutte contre la disparition de ces stupéfiants, entre guillemets, et autres dangereux sur le marché camerounais. Je peux faire évoluer avec le maire. Je vous reviens. Monsieur le maire, je vous reviens dans quelques instants, le temps de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a complicité dans la mise à disposition de ces produits toxiques, dangereux pour la santé des Camerounais? Est-ce que c'est parce qu'on recherche une certaine liberté pour ces jeunes Camerounais qui doivent parfois s'enivrer un peu parce qu'on sait quels sont les coûts des boissons sur le marché, alors que là-bas, c'est à peine 100 francs CFA et vous avez votre dose et terminé pour la journée. Est-ce qu'on ne voulait pas annihiler ou alors endormir les esprits éveillés dans notre pays à travers la consommation de ces produits dangereux? Serge Bondé, tout acte légal, c'est-à-dire la loi, ou réglementaire, décret et autres, est fait pour régler un problème préalablement identifié. Il y a à peu près 7 ans, on a interdit, là j'ai de la peine à dire, je ne sais pas si on a interdit le mauvais whisky ou le conditionnement du mauvais whisky. Parce que le whisky en sachet, c'est le contenant, mais c'est également le contenu. Les 5 ans passés auraient pu nous permettre de faire une étude d'impact socio-économique, au moins, pour savoir ce que le Cameroun perdait à éradiquer ce whisky-là. Si on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il y a un problème. On peut l'avoir fait et se rendre compte que ce whisky est important. Dans ces conditions, améliorer plutôt la qualité. Mais là, je m'interroge, on a interdit quoi? Parce que le whisky en sachet, c'est le conditionnement. Justement, parce que le conditionnement en lui-même, qu'on se souvient de la note du ministre à cette période-là, le conditionnement en lui-même avait été interdit parce qu'on estimait que c'était à la portée de tous les Camerounais, et puis avec le problème social que ça posait en termes de troubles. Mais maintenant, la deuxième chose, si nous voulons interdire une bière, ce n'est pas dans les marchés qu'on ira. C'est à la source. On ira à la source. Tout le monde sait où ces whisky sont fabriqués. Une partie s'est importée, nous savons comment ça arrive au Cameroun. Donc si nous voulons véritablement interdire la consommation du mauvais whisky, parce que moi, quel que soit le conditionnement, il ne faut pas le Camerounais boive n'importe quoi. On peut d'abord interdire le conditionnement pour dire peut-être que c'est un problème, mais il faudra à terme interdire le whisky frelaté. Parce qu'à force de laisser ça, on est arrivé à des très jolis conditionnements, mais du poison. Vous avez bien les bouteilles de, sans publicité, de Johnny, 12 ans, 18 ans, mais qui est du... Donc il faudra que désormais, qu'on aille là où vous ne pouvez pas interdire la cigarette sans fermer les unes qui fabriquent les cigarettes. C'est pas la peine de s'en prendre aux petits vendeurs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, lorsque vous êtes dans nos villages, c'est sur le côté purement commercial, ces gens qui arrivent peuvent vous faire boire à 100 francs.
Il y a même des noms extraordinaires qui font peur, mais les gens s'y sont adaptés. Moi, je vais permettre de dire, il y a un whisky qu'on appelle Tombeau. Sans publicité. Sans publicité, on l'appelle Tombeau. Les gens le boivent. C'est-à-dire que lorsqu'on fabrique ces produits-là, l'aspect marketing est tellement fort et on vise le mal, l'extrême. Parce que lorsqu'on donne ce type de nom à un produit dangereux sur le marché, c'est une façon d'embrasser la tombe et de partir directement. Et je vais vous dire que ceux qui se sont frottés à ce problème ont laissé les plus. Moi, j'ai pris sur moi un moment d'interdire ça sur le plan communal. Mais je peux vous dire que vous avez contre vous toutes les autorités, elles peuvent maintenir l'ordre parce que vous n'avez pas qualité. Mais vous avez également contre vous vos électeurs. Et du coup, vous faites quoi? Pourtant, le gouvernement avec son ministère dédié, parce qu'il y a bien un ministère qui est dédié au commerce au Cameroun, c'est de ça qu'il faut fermer les usines de fabrication. Si là-bas c'est fermé, il va nous rester la contrebande. Parce qu'il y a deux choses à combattre. Il y a la contrebande du mauvais whisky, la contrebande en général, mais il y a également le fait que le whisky soit frelaté. Quel que soit son contrebande, il faut qu'on s'en occupe. Moi, j'ai vu le ministre faire du cinéma cette semaine, ou le week-end passé, aller en boîte de nuit. Machin, c'est bien. Mais après ça, quoi? What next? Donc voilà le problème. On sait où c'est fabriqué. Commençons par là. Maintenant, si on ne peut pas faire, mais c'est parce qu'il y a quand même des emplois qui vont disparaître. Il faudra qu'on améliore la qualité. Et dans ces conditions, je fais l'appel à la norme, qui doit trouver des normes de fabrication du whisky. Et que si nous voulons du bon whisky dans des conditions, vous savez bien qu'il y avait à l'époque... Mais justement, là, sur cette question, monsieur le maire, je reste avec vous, sur cette question, en termes de disponibilité du whisky sur le marché, il y a un whisky camerounais quand même qui est là, qui est fabriqué par des entreprises locales, même si peut-être les normes en matière de consommation de whisky ne sont pas respectées, mais rien n'est fait pour que peut-être il y ait meilleure qualité que ce produit-là, d'où même la contrefaçon même des produits importés existants déjà sur le marché, qui payent les impôts, qui payent la douane et qui payent tout. C'est pour ça que je vous parle de la norme. Dans chaque pays au monde, il y a une norme sur chaque produit. Il faut le faire. Il y en a même qui vont plus loin en faisant la certification. Si nous faisons la norme et que nous l'imposons aux fabricants de whisky, parce qu'il peut arriver qu'on n'ait pas les moyens techniques et même politiques de supprimer la fabrication, mais on améliore la qualité. Maintenant, la qualité va arriver sur le marché, elle va peut-être coûter plus cher, mais il vaut mieux parce que l'alcool, c'était une affaire d'adulte, il faut le dire. Mais lorsqu'on démocratise l'alcool, c'est-à-dire à 100 francs, on boit l'alcool, c'est très grave. Vous savez, il n'y a pas longtemps, les bières coûtaient, il y a 20 ans, ça coûtait 300 francs. Mais chaque jour qui passe, la bière augmente de coût. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on fiscalise de manière que ça coûte plus cher. Il faut arriver là. Parce que lorsque l'État fiscalise un produit, c'est pour ne pas le mettre à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, quand son whisky coûte 100 francs, on se demande, est-ce que c'est du bon? Est-ce que c'est le conditionnement? Est-ce que ce n'est pas le whisky frelaté? Dans tous les cas, nous savons où c'est fait. Parce que ces derniers temps, le peuple comme on a pu celui de filmer, parce qu'on condamne les réseaux sociaux. Mais je dis, nous sommes encore là aujourd'hui, sauvés par les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai vu cette semaine le gaz, le whisky. C'est bien parce que les gens ont filmé avec leur téléphone, et ils ont mis à dispo, et l'État est allé. Mais la peur que j'ai, c'est valable pour le whisky, pour le gaz et autres, c'est que ces gens qu'on a interpellés cette semaine ou la semaine passée, parce qu'il y en a, moi j'ai vu quelqu'un se vanter, dire que dans son pays n'est pas question qu'ils meurent de famine. Est-ce que c'est la résilience qui les pousse à le faire? J'ai dit non. Vous ne pouvez pas être résilient en tuant vos frères. Maintenant, est-ce que lorsque les gens, parce qu'il faut que l'État sévisse, qui est une discipline et la pédagogie, lorsque monsieur est attrapé en train de fabriquer du mauvais coca, des mauvais sodas, appelons ça ainsi, il faudra qu'on le voit derrière les barreaux. Ça va décourager. Mais si il part à la gendarmerie et revient, demain matin, ça va. En tout cas, il n'y a pas toujours le suivi de ce type d'enquête. Donc, pour nous résumer, nous savons ce qu'il faut faire pour que ce ne soit pas consommé. On ne consomme pas ce qui n'existe pas, on consomme ce qui est fabriqué. Prenons-nous aux fabricants et le problème va aller. Merci bien. Juste en une seconde, parce que M. le maire n'a pas véritablement répondu à la question posée, à savoir pourquoi quelque chose qui a été interdit continue de circuler. Est-ce qu'il y a un autre projet pour la jeunesse, très souvent qui en consomme, et qui est presque dépendante? Qu'est-ce qui se passe? Où est l'enjeu? Qui meurt même chaque jour. Qui meurt chaque jour. Puisque nous sommes unanimes que c'est du mauvais whisky. On ne devrait même pas s'appeler whisky. Ce n'est même pas du whisky. Parce que le mécanisme de fabrication d'un whisky, monsieur le maire en sait quelque chose, ça ne se fait pas au pif. Il faut au moins 3 ans pour certifier un whisky. Mais pourquoi, malgré l'interdiction, ce genre de vin continue? Enfin, quel est le problème? Mais nous disons que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. D'aucuns diront que
c'est une façon pour ceux qui ne sont pas nantis de se débrouiller. Non, on ne se débrouille pas dans la mort. Ce n'est pas une raison. Quelqu'un a même chanté que vous nous interdisez tout laisser, même nous les sachets. Ce n'est pas possible. On laisse ça passer. Ce n'est pas possible. C'est un problème de santé. Que deviendrons-nous des générations à venir, 10, 20, 30 ans, à côté de ces whisky-là? Il y a même d'autres choses. Le tramol, qui a pris des formes extrêmement inquiétantes. Quel est le projet qui est derrière la jeunesse? Est-ce que nos pouvoirs publics sont suffisamment conscients des enjeux de toutes ces choses-là? Dans nos villages, nous voyons comment la main-d'œuvre se dégrade. Absolument. Les gens ne parviennent plus à travailler Le taux de parce production que humain a baissé. la vitalité chaque jour diminue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que l'État est interpellé. Au-delà de l'éducation, si ces choses-là n'existent pas, on ne les consommerait pas. Et pourquoi ça fait difficile que la source, c'est-à-dire la production de ces produits... Ce qu'on retient quand même, c'est que si les pouvoirs publics décident que le whisky en sachet ne sera plus disponible au Cameroun, c'est un peu comme le cri d'alerte. Bien sûr. C'est un cri d'alerte que nous lançons comme ça. À une époque, quand le chef de l'État a dit stop aux oiseaux, c'est terminé. C'est un cri d'alarme que je lance comme ça vis-à-vis de ces pouvoirs publics. Parce que la survie d'une nation en dépend. Merci. Serge Procam, sur la question du whisky folâté au Cameroun et partant de l'interdiction de ces whisky en sachet, à votre avis, est-ce que c'est un laxisme de la part des pouvoirs publics? Est-ce que c'est la porosité des frontières camerounaises qui fait en sorte que ce whisky peut venir d'un pays voisin ami, forcément pas produit sur le plan local, et on a une pléthore de whisky en sachet avec des noms incroyables sur le marché camerounais? Est-ce que ce marketing ne contribue pas à annihiler les efforts faits par la jeunesse camerounaise en vue de rester lucide et de participer à la construction de l'œuvre nationale? Au sein des formations politiques, ça existe quand même des jeunes qui sont rattrapés par la consommation de ces whisky. Monsieur Serge, sur ce point, je ne parlerai pas de laxisme du gouvernement. Parce que j'estime que le ministre du Commerce a tous les moyens de droit pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces personnes-là. Il a tous les moyens pour pouvoir éradiquer justement cette... ou alors la propagation de ces whisky-là. Mais moi, je dirais, c'est vrai qu'en politique, on parle de lobbying, mais il faut oublier que même dans le commerce, nous pouvons également parler de lobbying. Monsieur le maire a dit tout à l'heure que dans son arrondissement, il a voulu comment dire, se lever contre cela, mais a été buté quelque part. Ça voudrait dire, quelque part, il y a des personnes au placé même de ce gouvernement qui, justement, reçoivent quelque chose de cela. Ça veut dire, lorsque vous allez vous lever contre ou alors l'interdiction en application à la loi, vous aurez ces personnes-là sur le dos. Je pense donc, pour ma part, il faille lancer un cri d'alerte auprès du gouvernement. Nous avons parlé tout à l'heure, alors nous parlons depuis quelques années du Covid. Mais nous sommes en train de batailler par un virus, oubliant qu'il y a d'autres virus à côté, parmi lesquels ces whisky-là, qui sont toxiques, qui sont également une menace pour la santé des Camerounais. Je pense qu'il faille justement que nous allons en bataille contre tous ces fléaux. Il y a une décision, certes, mais l'application, c'est un problème. Je pense que lorsqu'une décision est prise, monsieur le maire a dit, une loi est prise pour régler un problème identifié. Si le problème est identifié, comment expliquer le fait que la loi n'est pas appliquée? Comment expliquer le fait que depuis la prise ou alors depuis l'entrée en vigueur de cette loi, nous avons toujours les whisky sur le marché? Je pense donc qu'il y a un réel problème. Et ce problème-là, monsieur Serge, n'est pas à notre niveau. C'est plus haut. Voilà pourquoi il faut tout simplement crier à ces personnes-là de pouvoir justement venir à notre secours, parce que nous ne pouvons rien faire vis-à-vis de cela. Interpeller un enfant en route ou alors un vendeur en route et essayer un peu peut-être... Un vendeur parmi 1000. Parmi 1000. Essayez peut-être de le retenir un instant, s'il vous plaît. Si la gendarmerie arrive, c'est vous comme en mauvaise position. D'où il y a ce problème-là. Et à côté de cela, il faut également attaquer la racine. La racine, en fait, ce sont les usines qui produisent.
Si nous avons les whisky sur le marché, ça veut dire qu'il y a des usines qui produisent ces whisky-là. Ça veut dire qu'il y a des magasins de stockage. Et on connaît tout ça. Mais pourquoi ne s'attaque pas à eux? Je pense donc tout simplement qu'il y a des personnes qui continuent de se nourrir de cela. Mais j'estime à mon humble avis qu'un membre du gouvernement n'a pas besoin d'un centime de cela pour pouvoir vivre, dans la mesure où tout est mis en œuvre pour qu'ils aient le strict nécessaire. D'où, s'il a été identifié, reconnu que ce whisky et autres est un danger pour la santé, je pense, à mon humble avis, tous doivent se mettre debout pour pouvoir combattre cela. Et à ce moment-là, nous allons les accompagner. Mais comment les accompagner si nous ne pouvons pas véritablement faire quoi que ce soit concernant la chose? Est-ce que les établissements où on a trouvé du whisky frelaté sont ouverts ou fermés? Là d'aujourd'hui. Il faut d'abord savoir si ces établissements ont été sensibilisés Non, véritablement. Ils ont été recensés. Dans tous les cas, moi j'ai vu à la télé, je suis tiré par le nom, des établissements où on a trouvé du whisky frelaté, des fausses vignettes et autres. Ailleurs, on n'ouvrira plus jamais ces établissements. En attendant qu'on fasse des enquêtes, on vous ferme d'abord. Mais j'ai bien peur que, je dis ça comme ça, je pose la question, est-ce qu'ils sont ouverts ou fermés? Il faut comprendre quelque chose, monsieur le maire. Ici, nous mêlons un peu des pédales. Quand moi j'interpelle le gouvernement à prendre ses responsabilités, les gens veulent penser que c'est le gouvernement qui est complice. Non. Il faut faire la différence entre des actes de corruption des individus qui se trouvent parfois à des positions qui n'engagent pas le gouvernement forcément, se retrouvent en train de trahir ou alors de prendre de mauvaises décisions. La santé est d'abord une affaire de l'État. C'est-à-dire, l'État a pour devoir de garantir la santé à des citoyens. C'est pour ça qu'il est inconcevable qu'on puisse soupçonner ce même gouvernement, cet État, d'être complice. Je dis c'est inadmissible. Mais ce que nous décrions, ce que nous dénonçons, c'est des individus. Parce que comme je vous ai indiqué tout à l'heure, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelle sera cette jeunesse si l'État se retrouve... Mais c'est que nous sommes tous exposés à la mort. C'est que c'est la nation tout entière qui est perdue, qui est foutue. Mais c'est cette corruption qu'entretient des individus parce qu'ils sont placés à des positions de pouvoir que nous devons dénoncer. C'est la précision que je tenais à faire entre des actes de corruption qui n'engagent en rien le gouvernement et des individus qui sont coupables de ces actes de corruption. Mais moi j'ai dit le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour que lorsqu'on interdit, puisque c'est toujours ce même gouvernement qui interdit les mêmes produits, et que le gouvernement s'assure qu'effectivement la fabrication de ces mêmes produits ne doit plus continuer à prospérer. Ça veut dire qu'en fait l'auteur ou alors celui qui est supposé réguler en même temps est complice dans... Là c'est un acte individuel qu'il faut sanctionner tout de suite. Parce que ça n'engagera en rien le gouvernement qui assure la santé de tous les citoyens sans exception. Mais la question demeure. Pourquoi ne pas les fermer là où ça se fabrique? On sait bel et bien là où les whisky contrefaits, peut-être frelatés se fabriquent, là où la mise, l'ensachage, là où ça se fait, on connaît très bien. Mais malheureusement, vous n'avez même pas besoin d'aller... L'interpellation comment expliquer... L'interpellation au pouvoir public de prendre... les responsabilités. On va aller de manière assez simplifiée. Oui. Comment expliquer qu'un produit qui soit interdit sur le marché local, qu'un vendeur ambulant avec des produits sur la tête, avec des whisky en scène, il passe devant les policiers, devant les forces de l'ordre, le cas échéant, peut-être s'il n'en achète même pas pour consommer aussi sur place. Oui, comment expliquer ça? Là, ça devient une forme de laxisme. Il ne s'agit pas une forme de laxisme avéré. Il y a des supermarchés, des grossistes qui ne font que ça. Il y en a au marché central. Au fond, ils sont là. Mais nous regrettons. C'est ce que nous décrions. Quand vous parlez, monsieur Émile, justement, de la corruption, de ceux qui sont au bas niveau, qu'il faut dénoncer. Justement, mais ceux-là, quand ils posent des actes, ces actes, le gouvernement est responsable. Il faut que le ministère du Commerce prenne ses responsabilités. Monsieur Emile, il y a des délégués du ministère du Commerce dans les arrondissements. Mais comment expliquer que dans certains arrondissements, justement, nous continuons à enregistrer cette montée en puissance de ces whisky-là? Ça veut dire qu'il est complice. Et maintenant, s'il est complice, si la hiérarchie ne peut pas s'asseoir, ne peut pas faire une évaluation de la chose, mais à qui voulez-vous qu'on attribue ces responsabilités-là si ce n'est... c'est pour ça que je voudrais donc qu'on fasse la part des choses entre le gouvernement et des individus
individus mais qui ne font pas le travail pour lequel le gouvernement attend de... C'est individu du gouvernement, c'est ça le problème. Non, ce n'est pas le gouvernement, malheureusement. Si ça peut être digéré comme ça, tant mieux. Mais dans tous les cas, c'est bien un membre du gouvernement qui doit s'occuper de ce secteur. Mais on n'a pas accusé tout le gouvernement, on dit que par cette activité, il y a des responsables. Nous avons vu le ministre du Commerce dans les boîtes de nuit. On l'a vu. C'est qu'il avait des informations. Alors moi je pose des questions. C'est que les informations ces boîtes de nuit sont fermées. Ça commence par là. Parce que sinon, si moi je fais du whisky folatier dans ma boîte de nuit, je suis interpellé le matin, le soir, j'ouvre encore, les autres vont continuer. Il faut sévir. Parce que comme il dit, il s'agit d'un problème de santé publique. Il ne s'agit pas d'argent. C'est ça. Merci, merci cher panéliste. Et donc la question relative à la consommation des whisky folatiers au Cameroun, hein, c'est une question permanente lorsqu'on sait encore que les efforts consentis par les pouvoirs publics au Cameroun, c'est de pouvoir réguler et interdire ce qui doit l'être. Mais sauf que dans la controverse de cette histoire, ce qui est interdit est disponible et même de visu devant les forces de défense et de sécurité sans véritablement être inquiétés. Ces enfants se baladent, hein, prenons seulement le cas parce que à bord de votre voiture, dans un taxi ou alors en marchant sur la voie publique, vous avez l'occasion de découvrir ces enfants dans les centres urbains, vendant naturellement ces produits au vu et au su de tout le monde. Rien n'est fait. Maintenant, ça c'est le petit commerce, ça c'est le petit détaillant qui se balade un peu partout, qui cherche de quoi survivre. Allons donc dans les marchés. Dans les marchés, c'est très compliqué, c'est vaste, c'est énorme. Ce sont des cargaisons pratiquement qui se vendent au quotidien. Des grossistes en vendent, en n'en plus finir. Ça fait forcément soit des pertes en devises au niveau de l'État du Cameroun, parce que rien n'indique que ces revendeurs paient les impôts comme cela devrait l'être. Il y a aussi également que mise à disposition une catégorie de whisky fabriqué, donc made in Cameroun, est également disponible sur le marché à des coûts défiant toute concurrence. Vous avez des bouteilles de 2000 francs CFA, 3000 francs CFA. Est-ce qu'on achète la mort finalement à ces 2000 francs CFA? Il y en a qui en consomment le lendemain matin. Dieu sait c'est là où ils se retrouvent. Soit ils sont partis de notre monde, soit ils sont encore là avec des conditions et des séquelles incalculables pour bien longtemps dans leur vie. Comment on va sortir de cette question? Dernière réaction. Quelles propositions à mettre en place pour la lutte efficace contre les vins frelatés et partant du whisky en sachet interdit par les pouvoirs publics? Au-delà de la complicité qui semble naître, hein, lorsqu'on a écouté toutes les réactions, il y a de ce qu'on ne peut pas s'en départir parce que beaucoup y trouvent forcément leur gain, même dans l'administration centrale. Il faut mener une action de pointe à la base. Ça veut dire commencer par fermer ces usines de production-là. Tant qu'on ne fermera pas ces usines-là, alors nous aurons toujours ce danger, ce poison sur le marché. Hein? Merci Serge Pokaf. Émile Messi. Oui, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités parce que les dangers sont énormes. Cette jeunesse et même ces aînés, ces adultes qui se livrent au nom de la pauvreté, à ce whisky de très mauvaise qualité. Je dis, c'est un problème de santé publique. Doit-on continuer comme ça? C'est un problème de santé publique et seul le gouvernement protège les populations en termes de sécurité, en termes de santé, en termes d'éducation. Mais voilà donc un secteur qui est particulièrement affecté par des mauvais whisky qu'on a interdits. Ce qui est curieux, c'est qu'on a interdit officiellement. Parce que là, ça devient un problème de loi qu'il faut respecter. Dès lors qu'on a interdit, il faut tout simplement appliquer. Il faut tout simplement respecter les dispositions réglementaires. Malheureusement, on va dire que c'est le pouvoir d'achat qui pousse les gens, mais là, c'est la mort que nous allons consommer et c'est la mort que nous achetons. Et qu'est-ce que quelque chose vaut dans la vie? Mieux vaut vivre, rester en santé et peut-être chercher autre chose. Monsieur le maire, est-ce que ce n'est pas la propension à vouloir essayer d'étayer un tant soit peu le secteur industriel camerounais, démontrer qu'on peut aussi produire, on peut créer des entreprises et que derrière cela on peut aider l'État à travers le paiement des impôts? Est-ce que ce n'est pas cela qui facilite aussi cette tolérance-là, qui fait en sorte que les gens peuvent se lancer dans tout type d'activité sur la limite de la tolérance peut-être des pouvoirs publics au détriment de la santé des Camerounais, d'où on observe que quelque chose soit interdit aujourd'hui, mais demain, elle soit toujours sur le marché? Chers amis, il faut que nous apprenions à ne prendre les lois que nous pouvons respecter. Parce que chaque pays se dote librement de ses lois. Mais je vous ai dit au départ, c'est lorsqu'on identifie un problème
qu'on voit comment le régler. Ça peut se régler à travers un décret pour les choses faciles ou à travers une loi. Mais si des études ne sont pas faites avant pour identifier le problème, la loi qu'on va prendre risque de ne pas être appliquée. Et nous en sommes là. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que, est-ce que c'est la qualité du whisky qui fait problème? Moi, j'ai dit oui. Parce que nous faisons la meilleure chaque jour. Et c'est le conditionnement, j'ai dit oui. Lorsque vous mélangez un type de produit au plastique, vous savez bien que ça affonde. Il vaut mieux qu'on interdise ces choses lorsqu'on sait que les études sont menées, que c'est clair. Dans ces conditions, on va rester au niveau de l'application des lois. Malheureusement, dans ce pays, les lois sont devenues, comme qui dirait, des loisirs. Il faut bien que lorsqu'on prend une loi, qu'on la respecte. C'est valable pour le whisky, c'est valable pour les libertés, c'est valable pour le fonctionnement des partis politiques et autres. Je ne vais pas retenir là-dessus, mais j'ai dit, le Cameroun pêche à ne pas appliquer les lois dont on s'est doté librement et c'est un problème. Merci, c'est sur ce que mesdames et messieurs nous mettons un terme à cette émission ce soir. Médiacratie, merci de nous avoir suivis, merci à Serge Pokam du Social Democratic Front pour cette participation ce soir. On va dire merci à Emile Messi du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, merci à Sylvestre Lebel Niek, secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun, ancien maire de la commune de Makar. Merci chers messieurs d'avoir été là ce soir. Notre première entrée de cette émission, nous avons parlé du Covid-19. Il faut également préciser que les États-Unis battent tous les records, 500 000 morts déjà par jour. Ça devient très difficile et donc à pouvoir assumer pour ce pays-là. On va également parler du Niger. C'est une question d'actualité. Donc le président, pour l'instant, donc à la suite de la présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum déclaré vainqueur avec 55,75% des voix selon les chiffres rendus provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Et puis une citation du président Issoufou qui dit « Je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à transmettre le pouvoir. » Sur ce, nous mettons un terme à cette émission. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h30. Bonsoir à tous et merci de rester sur Cam 10 Télévision.